On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Le comité Vigilance Aéroport est toujours très actif, problématique de bruit. Bref, rien ne semble réglé à la suite de l'été qu'on vient de passer. Mais d'abord, premier sujet, on se transporte du côté d'Iberville, du côté nord. Les citoyens du chemin des Patriotes veulent avoir des services. Depuis le début de la présente saison, comme on le fait à chaque automne, on reçoit chacun des conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler spécifiquement des enjeux district par district. Aujourd'hui, on se transporte du côté nord d'Iberville et de Saint-Athanas avec le conseiller municipal Michel Gendron. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Et le sujet de l'heure, c'est est-ce qu'il y aura un jour des infrastructures le long du chemin des Patriotes? L'aqueduc, disons, est réclamé depuis quelques années. Bien, en fait, ça fait longtemps, hein? Depuis au moins 2006, 2007, 2008, là, ça avait déjà commencé à ce moment-là. Il y a eu des études qui avaient été faites en 2009. Bon, ça s'est poursuivi, 2013, 2017, évidemment, les gens sont revenus à la charge. Et puis, effectivement, ça serait mon souhait, en tout cas. Ça touche combien de maisons ou de citoyens? 500 résidences. C'est 500 maisons? Oui. Quand même. Quand même. Ça, c'est sans compter, beaucoup, évidemment, toutes les maisons du genre Tessier, Dagenais, ainsi de suite, Mario, ce petit secteur-là, qui sont annexés, dans le fond, sont perpendiculaires au chemin des Patriotes. Actuellement, le réseau d'égouts et d'aqueducs s'arrête où sur le chemin des Patriotes? Ça arrête au pont? Ça arrête au pont. OK. Exactement. Donc, tout ce qu'il y a au nord du pont Marchand, rien. Ces gens-là ont des puits, voilà. Des fosses septiques et compagnie, là. Oui. Il y a de l'eau, il y a de l'aqueduc qui va passer pour se rendre à la pépinière Brown, là. Les travaux vont commencer bientôt. Mais qui sont défrayés complètement par la pépinière Brown pour leur nouvelle usine. Mais évidemment, à partir de pour là, le reste, il n'y aura rien. Là. Du pont Marchand jusqu'à Richelieu, absolument rien. Il n'y a pas de service. Non. On en est où? Je comprends que c'est un dossier qu'on parle depuis plusieurs années. Il faut faire appel au gouvernement pour des demandes de subventions, etc. C'est quand même des gros coûts. Mais demain matin, là, on fait un référendum. Là, je veux dire, tout le monde veut des services. Là. Je pense que oui. Oui. Bien, en fait. Et les gens sont prêts à payer quoi et combien? Ça, c'est l'autre question. Je veux des services, mais je suis prêt à payer combien? Et c'est quoi la juste part que quelqu'un devrait payer? Mais en fait, c'est sûr, c'est dur pour ces gens-là de pouvoir se comparer à quelqu'un dans un quartier résidentiel, comme par exemple mon quartier qui est tout près, là, le Mille-Roches. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, c'est un quartier résidentiel. Les coûts sont absolument pas les mêmes que quelqu'un qui reste à 100 pieds de la route. Il faut l'amener, l'aqueduc, il faut l'amener, l'eau, jusqu'à la maison. Là. Ça, c'est des coûts très importants aux frais des citoyens. Là. Donc, il y a tout cet enjeu-là aussi, là, que, bon... il y a quelque chose, oui, il faut amener l'eau ou les infrastructures, peu importe, là, si on les parle dans sa globalité, mais sinon, c'est d'être capable de les amener après ça à la maison, c'est quand même des bons montants. Là. Parce qu'on parle d'égouts et d'aqueducs? C'est sûr que tant qu'à faire quelque chose, on va y aller pour la longue shot. Là. On parle de tout. Puis après ça, bien, si on a un choix à faire, c'est sûr que ça va être l'eau. En priorité? En priorité. Mais ultimement, tant qu'à ouvrir, aussi bien passer les égouts. Ben oui, absolument. Là, pourquoi pas penser, puis tant qu'à penser à quelque chose. On fait souvent reprocher à la Ville, on pense tout le temps à demi-mesure, puis pourquoi pas avoir pensé comme il faut à tout? Bien, c'est ça qu'on fait là. On va penser à tout. Bon, je reviens à cette question-là. C'est quoi la juste part à payer? Quand on se compare avec d'autres projets similaires qu'on a pu avoir à Saint-Jean ou même dans d'autres villes au Québec, je ne sais pas, c'est quoi la juste part? On paie le bout de tuyau entre la rue et notre maison. Ça, évidemment, c'est à nous. Ouais. Mais en même temps, dans l'amortissement des travaux en tant que tel, je ne sais pas, 90 de la facture est assumée par Québec ou une portion par la Ville ou par, je ne sais pas. C'est quoi la répartition des coûts d'un projet comme ça? Tout dépend, évidemment, de la subvention qu'on est capable d'avoir. Tout dépend de la volonté de la Ville à vouloir payer sa quote-part. Il y a tout ce qui est côté terre agricole, qu'évidemment, la Ville n'a pas le choix d'assumer. Là. Fait que, si tu regardes vite, là, tu peux penser à une trentaine de pourcents, là, juste avec tout le côté est, en montant vers Richelieu, assumé par la Ville. Donc, ça, c'est quand même un très, très gros montant aussi à penser. Là. Donc, il y a beaucoup de choses, là. Puis, on ne parle pas de quelques centaines de dollars, là, hein, c'est quelques millions de dollars, là. Parce qu'on parle quand même d'un projet de plusieurs millions de dollars, bien évidemment. Là. Ouais, Est-ce qu'il a déjà été estimé, ce projet-là? Bien, on parle d'à peu près
Les études de 2013 que moi j'ai vues, là, on parlait à ce moment-là d'à peu près 1 million par kilomètre pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau? Seulement. Puis il y a combien de kilomètres? 9 kilomètres. OK, on est rendu à 9 millions. Ça, c'est pour de l'eau. Ouais. Et là, tant qu'à passer... On triple. On triple? On triple. OK, on est rendu à 30 quelques millions. Oui, c'est ça. Et là, la Ville devrait en assumer au moins 30 là-dessus. Bien, logiquement. Si on y va logiquement avec le... Et les citoyens, eux? Bien, les citoyens, évidemment, ils pourront pas payer le 60 c'est impossible. Clair, ça. Parce que c'est beaucoup trop d'argent. Et sur une propriété de, je sais pas, de 200 ou 300 000 des gens qui, normalement, paient à peu près 3 000 de taxes par année, ou à peu près, là, un petit peu moins. Je veux dire, tu rajoutes quoi? Tu rajoutes un 10 000, un 15 000, un 20 000 à ta charge pour 20 ans? Ou... Bien, en fait, ça va jusqu'à 40 000. Jusqu'à 40 000 dans certains cas? Et ça, c'était à l'étude de l'aqueduc seulement. Là, 40 000 tu as beau dire, mais je vais l'amortir sur 20 ans, ça reste que c'est 40 000 c'est beaucoup d'argent. Bon. Puis, il ne faut pas oublier que, oui, il y a une population qui est rajeunissante quand même là, dans ce secteur-là. Mais on a encore des gens qui sont là depuis belle lurette. Là. Mais la valeur des propriétés va grimper aussi. Oui, mais c'est difficile pour les gens de comprendre que ma propriété va augmenter quand je sais très bien que pour la plupart, il y en a les gens qui ne veulent pas l'avoir, c'est parce qu'ils se disent, c'est quoi mon intérêt? Je vais léguer ça à mes enfants, à mes petits-enfants. C'est sûr que oui, moi, je peux comprendre qu'un couple de 65-70 ans qui se dit, je veux-tu vraiment m'embarquer là-dedans? Ça va être le problème de l'autre qui va suivre après, et voilà. Ainsi de suite. C'est ça. Donc, c'est un dossier qui est quand même très chaud, qui polarise. Ça, c'est... Ouais, hein? Ah oui. Vraiment, là. Tu as des pour, puis tu as des contre, puis ceux qui sont vraiment vraiment pour... C'est clair que la journée pour, que vous allez attacher un montage financier, que les gens vont connaître leur code-part, ultimement, ça va être un règlement d'emprunt, il y a des gens qui vont aller signer un registre, il y aura peut-être même un référendum, qui sait jamais. Non, mais je veux dire, ça... Il y en a déjà eu un. Oui. Il y en a déjà eu un. C'est vrai. Mais évidemment, c'est sûr que les gens, la plupart du temps, là, si tu dis aux gens, bien, il y a un référendum, puis ils veulent savoir, il va savoir une subvention, il n'y en aura pas. La plupart du temps, c'est clair que s'il n'y a pas de subvention, il Un peu plus tôt, cette semaine, on recevait la députée d'Iberville, Claire Sanson, puis on lui parlait évidemment de cet enjeu-là. Et bon, évidemment, son premier réflexe de nous dire en entrevue, on ne peut pas concevoir en 2019 que dans une ville comme Saint-Jean, le monde n'a pas l'eau puis les égouts. Voilà. Bon. Là, en même temps, il y a comme une notion d'urbain, de périurbain, puis là, c'est un peu plus compliqué au niveau pour aller chercher les subventions, les critères pour aller chercher. Donc, cette zone-là, au nord du Pont-Marchand, elle est considérée quoi? C'est du urbain? C'est du périurbain? C'est pour ça que moi, j'ai fait une demande vraiment au ministère pour être capable qu'on nous explique, au ministère des Affaires publiques, pas des Affaires publiques, pardon, mais la municipalité, oui, des Affaires municipales, c'est de savoir, est-ce qu'on se classe ou est-ce qu'on ne se classe pas? Puis où on se classe, puis où on ne se classe pas. Ouais. Parce que c'est très difficile d'être sûr de notre shot là, sur ça. Là. Bon, y a-t-il des risques d'étalement urbain? On est en zone blanche, on l'est-tu ou on ne l'est pas, dans certains secteurs, à partir de où? Donc, évidemment, puis évidemment, la TEC, là, si on parle de la TEC comme telle, là, c'est la taxe. La taxe sur l'essence et le carbone. Bon, on a quand même un 36 millions qui nous revient là, ici. Là. Est-ce qu'on est capable d'utiliser en partie cette taxe-là pour pouvoir l'utiliser à cette fin-là ou en partie à cette fin-là? Bon, bien, c'est sûr que moi, là, si je réclame la TEC, j'ai 11 autres conseillers qui veulent en avoir aussi dans leur secteur. Donc, tu sais, c'est pas évident. Là. Mis à part le chemin des Patriotes, quels sont les autres enjeux importants dans le district cette année, cet automne? Bien, en fait, c'est des projets de longue haleine. Là. On parle là, de la rue Bella, du parc Bella, qui va-tu arriver un jour ou l'autre? Moi, ça fait 2 ans qu'on est en poste, puis ça fait 2 ans que moi, que je vois le projet du parc Bella se faire repousser parce qu'évidemment, il y a trop de demandes dans la ville pour tout ce qu'on est capable de faire en une année. Donc, quand on n'a pas le temps, les projets sont repoussés un peu, ce qui peut être à la limite très frustrant pour moi et les gens de mon secteur, mais je travaille très fort pour être capable d'amener ça à bon port. La rue Bella s'est débouchée maintenant. Évidemment, c'est sûr que là, on parle du nouveau développement qu'il va y avoir en arrière de la rue Bella, l'ancienne terre de M. Laplante qui est là. Puis on a de l'autre côté où il y a un boisé. Bien là, il y a une zone ici, là, à ce moment-là, où on a Robert Jones et tout ça.
la rue Guertin. Il y a un endroit là, qui pourrait avoir là, vraiment du multilogement là, qui pourrait être très efficace pour développer Conrad-Gosselin en zone commerciale, parce que ça serait toute une artère. Là. Ça, je le vois depuis toujours, je le vois. Là. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que McDonald's est allé s'installer là. On a eu Petro-Canada, on a eu Sobeys qui a mis la main sur plusieurs terrains pour être sûr que si jamais ça allait se développer, ils vont pouvoir mettre une épicerie là. C'est sûr que le danger de développer le niveau commercial à cet endroit-là, qui serait un endroit complètement naturel, là. C'est naturel de faire quelque chose là. C'est le danger, c'est qu'est-ce qui va arriver au Pro 40. Hein. Évidemment. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on se cannibalise nous-mêmes? Est-ce qu'on on fait tout en sorte pour pas que ça arrive? Mais c'est des risques. Mais vraiment, Conrad-Gosselin, de toute évidence, il faut faire quelque chose avec ça. Là. Dernière question. Je l'ai posée aussi à vos collègues Langlois, Claire Charbonneau, Jean Fontaine. Comment se porte l'ambiance au conseil? Bien, chacun a sa définition. Oui, quelle est la vôtre? c'est ça. Écoutez, moi, là, cet été, je me suis promené beaucoup. On a fait des festivals. Puis, évidemment, tout ce qu'on a eu ici là, comme activité cet été, qui était une année formidable pour ça. Et c'est sûr que les gens étaient assez clairs. Là. Ils veulent qu'on gère, puis ils veulent qu'on mette de côté nos différends. Et puis, moi, je pense que c'est ce que j'essaie de faire, du moins, c'est de répondre aux gens de mon secteur qui ont fait une demande de ce sens-là. Puis ils ont raison aussi. Là. C'est normal là, d'avoir des chicanes qui ne se terminent plus. Je pense que les gens sont dépassés de ça. Ils sont tannés. Puis on passe à d'autres choses. Michel Gendron, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de l'aéroport municipal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Il y a parfois dans la société de ces enjeux qui, visiblement, ne semblent pas se régler, stagnent, voire un statu quo permanent qui s'installe et se perpétue. C'est un peu l'idée que ça me donne quand on parle de l'enjeu du bruit à l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et encore une fois, dans les dernières assemblées publiques du Conseil de ville, les gens de Vigilance Aéroport étaient là, encore une fois, pour poser des questions, mettre de la pression sur les élus. Avec nous pour en parler, le président de Vigilance Aéroport, Raymond Boucher. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Même à la dernière assemblée du 24 septembre, vous étiez encore davantage insistant avec votre collègue M. Fauché également qui vous accompagnait. Bref, quel genre d'été avez-vous passé? Voilà la première question. Et quel genre d'été? Est-ce qu'il était différent des 10 autres étés d'avant? En fait, on a eu un été qui était quand même à peu près la même chose. On a eu l'école des cadets qui a fait des petites mesures d'atténuation, 2 heures en fait le vendredi en fin de journée, puis un peu moins d'élèves. Donc ça, c'est sûr que ça a été une petite contribution. Par contre, les posées décollées d'avions qui viennent d'écoles de pilotage, ça, on en a eu de la même chose qu'à l'habitude. On était un peu encouragé par le communiqué de la Ville la fin juin, qui indiquait qu'il y avait des ententes qui allaient être faites avec les écoles de pilotage. Malheureusement, les écoles de pilotage ont tout simplement fait une fin de non-recevoir. Ils ont dit, bien, nous, c'est pas le réglementaire par Transport Canada, donc nous, on va procéder. Vous ne pouvez pas nous empêcher, donc on va procéder. Donc, on a eu des séries, des bonnes soirées, et des journées fériées, les week-ends. Et ça, je pense que ça devient un enjeu là,
les posés décollés, c'est vraiment un problème. Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas, que, mis à part des petites améliorations, comme vous avez dit, pour les planeurs, mais au-delà de ça, visiblement, on dirait que ça fait des années qu'on parle de ça et que ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Bien, écoutez, je pense que 2-3 éléments. Première des choses, il y a une étude de bruit qui a été commandée en 2018. Elle n'est toujours pas encore publiée. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas publiée? Écoutez, ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre parce que moi, je suis au comité de bruit puis j'ai une entente de confidentialité. Je ne pourrais pas vous révéler tout ça. Mais il y a eu des discussions quant au rapport qui va être généré. Je pense que cette deuxième étude-là, elle avait pour but de donner une meilleure compréhension, une étude plus approfondie. Et je pense que ça va être le cas. Plus de journées de données qui ont été captées. Donc ça, je pense que c'est bien. Maintenant, l'interprétation de ces résultats-là, c'est un travail qui est quand même ardu. Il y a des normes aussi qui sont en changement. Les normes deviennent de plus en plus sévères. Les calculs qui étaient faits uniquement avec les NEF, les courbes NEF, mais maintenant, c'est remis en question. Pas par nous, par l'ensemble de la communauté scientifique et même par la Commission des transports fédérale. La Commission des transports a déposé un rapport à cet effet-là en mars 2019, puis a dit, bien écoutez, là, il faut inclure d'autres indices. Donc, l'étude de bruit a voulu, je pense, étendre et faire un bon travail. Mais elle n'est toujours pas publiée. Non, elle n'est pas publiée. Les gens de l'étude du comité de bruit ont pu en constater le contenu. Mais je pense que ça va être publié un peu plus tard cet automne ou au plus tard au mois de janvier, selon ce qu'on a. Mais est-ce que cette étude-là va vous aider dans votre argumentaire? Bien, écoutez, nous, on a fait notre travail de notre côté. C'est sûr que, comme je l'ai déjà mentionné, que ce soit en 2018, en 2019, nous, on a continué à collecter beaucoup de données et on a fait notre analyse à nous. Les données, je pense, nous donnent des résultats il y a de la gêne, il y a du bruit. Ça, je pense que c'est clair. Puis c'est surtout les pointes et les mouvements répétitifs qui sont un problème. Qu'en est-il des recommandations de la Santé, du ministère de la Santé? Le ministère de la Santé publique, a fait un travail de son côté aussi. Je pense qu'ils vont présenter leurs recommandations à l'automne également. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on attend. Est-ce que... donc, je pense que Santé publique va présenter ses recommandations et son évaluation et de l'étude et de la situation. Quand on se compare, parce que là, on regarde ici spécifiquement le cas de Saint-Jean, mais si on se compare avec Saint-Hubert, avec Mascouche, avec Bromont, avec Drummondville aussi, où il y a un autre exemple, qu'est-ce que ces comparaisons-là nous donnent, nous, ici, à mieux comprendre l'enjeu? Bien, écoutez, à Saint-Hubert, ça a pris énormément d'années aussi et d'études qui ont été faites. Essentiellement, également, c'est un peu la même chose qu'ici, c'est les manœuvres de posée décollée et les écoles de pilotage qui sont le principal problème. À Saint-Hubert, il y a eu des normes. J'ai réclamé à la dernière assemblée du Conseil que l'exploitant, que la Ville établisse des normes et qu'on les fasse, on les soumette à Transport Canada selon le mécanisme reconnu, dans le but d'avoir une réglementation qui va être applicable, qui va être force de règlement de Transport Canada. Ce mécanisme-là, Saint-Hubert l'a fait en 2012, 2014, et à ce moment-là, ils ont pu inscrire dans le registre, j'ai seulement le nom anglais en tête, c'est le Canada Flight, le CFS, que les pilotes, à ce moment-là, ont les restrictions inscrites de façon réglementaire. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est que pour les posés décollés, il y ait des plages d'heures les jours de semaine, que les samedis, dimanches et congés fériés, il n'y ait pas de posés décollés, et une alternance des pistes, une alternance. Et je pense qu'avec ça, ça va alléger, ça va donner du répit. Et c'est ça qui est la clé. Dans le cas de Drummondville? Dans le cas de Drummondville, il y avait une école de pilotage qui était installée. Et puis, la Ville de Drummondville a dit, écoutez, ils faisaient des posés décollés, puis eux, ils en faisaient même la nuit, là. Et puis, même si la Ville de Drummondville est à 2-3 km de distance de l'aéroport,
Ils ont demandé à ce que l'école de pilotage ne fasse plus de posées décollées. Et puis, l'école de pilotage s'est retirée. Écoutez, les posées décollées, c'est pas adéquat dans un milieu qui est urbain, qui est développé avec des zones résidentielles comme nous. Mais pourtant, et ça, c'est l'autre chose qui me fascine toujours, c'est de voir que le développement résidentiel se poursuit. Quand on se promène le long de Séminaire, là, où il va y avoir le carrefour, puis juste avant Rheinmetall, il y a plein de maisons qui sont bâties là, exactement dans l'axe de l'aéroport. Absolument. Et il y a des gens qui les achètent, ces maisons-là. Oui, il y a des gens qui les achètent. Il y a des terrains qui sont actuellement libres, qui sont prévus, dont les permis de construction ont été donnés. Et ça, depuis déjà quelques années. Et c'est exactement dans l'axe de 1129. Écoutez, on ne peut pas faire du développement résidentiel près d'un aéroport et penser que l'enjeu de bruit ne sera pas en diminuant. Il va augmenter avec 150 ou 200 maisons de plus. Mais est-ce que c'est moins pire pour quelqu'un qui achète en connaissance de cause ou versus quelqu'un qui a acheté dans un contexte il y a 20-30 ans où il n'y avait pas autant de mouvements ou pas autant de dérangements versus aujourd'hui? On pourrait dire ça. Et ça, c'est quelque chose que des gens à l'extérieur de la zone vont dire, vous le saviez, etc. Ouais. Mais je pense aussi que le truc, c'est de prévenir ce qui peut augmenter. Actuellement, selon nos calculs, je ne révèle rien là, de l'étude de bruit, ce sera publié en temps opportun, mais selon nos calculs à nous, Vigilance, les indices sont on est à 80-90 de l'indice et on dépasse certains indices de façon assez régulière. Donc, il n'y a pas de place pour le développement. Si quelqu'un s'installe là, il se met quand même à risque avec soit une augmentation de l'achalandage, des heures de fonctionnement qui ne seraient pas réglementées. Je pense que ce qu'on demande, c'est vraiment un bon compromis, au sens où est-ce que l'exploitation de l'aéroport, les atterrissages et décollages d'avions particuliers de plaisance demeureraient à toutes les plages d'heures. Par contre, les manœuvres de posée-décoller, elles, qui sont des manœuvres d'exercice, ou est-ce que les gens qui choisissent d'aller faire des posées-décoller, ils choisissent aussi à un moment de la journée, et ils en sont conscients que lorsqu'ils commencent à 8h30, 9h le soir, que ça va déranger la population. C'est ça qu'on veut fixer pour dire, bien, accordons-en des périodes de jour, mais laissons le répit pour les week-ends. Quelle est la réelle marge de manœuvre de la Ville? Parce que la Ville, techniquement, est propriétaire de l'aéroport, mais évidemment, l'aviation est sous réglementation fédérale. Bref, c'est quoi la marge de manœuvre de la Ville? Bien, la marge de manœuvre, on a une situation ici particulière à Saint-Jean. Comme vous le mentionnez, la Ville de Saint-Jean est l'exploitant. Donc, c'est elle qui signe le certificat d'aéroport. Dans ce cadre-là, elle est le régulateur. Elle doit être celui ou celle qui doit s'assurer que l'exploitation de l'aéroport se fait. Oui, la réglementation se fait sous Transport Canada. Dans la plupart des municipalités, avec la rétrocession de plusieurs aéroports, c'est souvent une situation. Le statut d'une municipalité, normalement, il y a des règlements de bruit. On va régir le bruit. Ils ne peuvent pas atteindre les aéroports parce que les aéroports sont exclus. Mais dans le cas qui nous concerne ici, l'exploitant de l'aéroport, qui est la Ville, a le devoir de faire en sorte que le bruit, que les politiques de bruit doivent être appliquées. Le circulaire 302, la méthode de le faire, doit se faire avec les usagers, avec les gens qui sont autour, avec la présence d'une étude de bruit. Ça prenait l'étude de bruit pour être capable de supporter les demandes qui seront faites dans l'espace du circulaire 302. En terminant, et on va le recevoir là, dans les prochaines semaines, François Auger, qui est le conseiller municipal de votre district. Ça fait quelques fois que François Auger réclame la même chose, qu'on embauche quelqu'un qui fait ça à temps plein et qui connaît ça. Donc, ce que j'en déduis des commentaires du conseiller de la place, c'est de dire, bien, ça nous prend quelqu'un, un directeur général d'aéroport, là, qui va faire ça à temps plein, qui a de l'expertise, qui connaît le domaine. Parce que j'ai l'impression que la Ville est un peu laissée à elle-même dans tout ça. Est-ce que c'est une impression que j'ai ou... Bien, moi, je pense que les connaissances de la Ville et des gens qui travaillent au dossier de la Ville se sont
beaucoup à améliorer. La même chose pour nous. Nous, avec ce Oui, à travail-là force de énorme fouiller, qu'on on fait, trouve des choses, ouais. je pense que maintenant, il y a une bien meilleure connaissance de la réglementation, etc. Qui dit embaucher un directeur général pour un aéroport aussi petit, qui est déjà déficitaire? Moi, je pense que est-ce que la Ville de Saint-Jean veut se payer un déficit de 500 000 par année? C'est déjà un déficit là, régulier de 200 250 000. Ça, c'est sans amortissement, sans réinvestissement, sans rien. On sait que cette année, c'est selon le budget que j'ai reçu suite à nos demandes aux séances du Conseil, on parle de probablement 150 000 de plus, sans directeur général. Et on parle de budget important. Ouais. Donc, je pense que, est-ce que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les citoyens, parce que c'est tous nous autres qui payons, je veux dire, et surtout pour des activités de poser des collets qui sont des activités qui viennent d'ailleurs d'écoles de pilotage qui ne génèrent pas de retombées économiques majeures. Raymond Boucher, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Bonne chance. À la prochaine. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Dimanche, le 10 novembre, les électeurs concernés par le projet, donc les zones riveraines, c'est un référendum sur le projet Magella sur le site, évidemment, de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella. Entre-temps, si vous désirez me joindre, commentaires, suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.